En 1920, à Boston, un homme a promis la fortune, et des milliers de gens l'ont cru. Son nom est devenu un mot, un synonyme pour une arnaque financière qui, un siècle plus tard, continue de piéger les gens. Voici l'histoire de Charles Ponzi. Avec ses propres mots, Charles Ponzi a parfaitement résumé sa vie. Une version complètement tordue du rêve américain. C'est l'histoire d'un immigrant charismatique, c'est certain, mais dont l'ambition démesurée allait donner naissance à l'une des plus grandes escroqueries de tous les temps. Mais avant l'arnaque, il y a l'homme. Il s'appelle Carlo Ponzi, il est né en Italie en 1882 et il débarque à Boston en 1903. Il est jeune, il a de l'ambition à revendre, mais il a un gros problème. Il a presque tout perdu au jeu pendant la traversée. Il lui reste $2,50. Son parcours est loin d'être un long fleuve tranquille. Il enchaîne les petits boulots, puis il part tenter sa chance au Canada, et c'est là, à la Banque aux Arts aussi, qu'il a une sorte de révélation. Il voit le mécanisme en action. La banque se sert des dépôts des nouveaux clients pour payer les intérêts des anciens. Après la faillite de la banque, ses ennuis judiciaires commencent. Prison pour un chèque falsifié, puis de nouveau pour avoir fait passer des immigrants clandestinement. Ces événements, en fait, annonçaient déjà ce qui allait arriver. On est maintenant en 1919. De retour à Boston, Ponzi tombe sur ce qui lui semble être une idée de génie. Une opportunité d'arbitrage, en apparence parfaitement légale et surtout super ingénieuse. C'est ça qui va devenir la base de son argumentaire pour convaincre les investisseurs. Alors son idée, elle tourne autour d'un objet qui paraît très anodin. Les coupons réponses internationaux. C'est simple, ces coupons permettaient à quelqu'un d'envoyer une lettre à l'étranger et d'y joindre le timbre pour la réponse. Un simple outil postal qui cachait, selon Ponzi, le secret de la fortune. La simplicité apparente de son plan, c'était sa plus grande force. Il faut se souvenir qu'après la Première Guerre mondiale, les monnaies européennes étaient très faibles face au dollar. Ponzi a compris qu'on pouvait acheter un coupon réponse pour une bouchée de pain en lire italienne, puis l'échanger aux États-Unis contre des timbres qui valaient beaucoup plus. Il prétendait pouvoir faire des bénéfices nets de plus de 400%. Et le plus beau dans tout ça, c'est que l'arbitrage, c'est une pratique légale. L'idée était donc plausible, et même brillante, sur le papier. Et forcément, l'attrait de son offre était irrésistible. Pensez-y, pendant que les banques offraient un petit 5% par an, Ponzi, lui, promettait 50% de rendement en seulement 45 jours. Face à une promesse pareille, comment résister? Pour des milliers de gens, c'était tout simplement l'occasion d'une vie. Début 1920, l'argent commence à affluer, massivement. Ponzi ouvre sa société, la Securities Exchange Company, et devient une célébrité du jour au lendemain. C'est une véritable frénésie qui s'empare de Boston. À son apogée, en juillet 1920, la société de Ponzi encaisse jusqu'à $250 000 par jour. Une somme absolument astronomique pour l'époque. Et qui étaient ces investisseurs? Eh bien, absolument tout le monde. Ça allait des immigrants qui voyaient en Ponzi l'un des leurs qui avait réussi, jusqu'à l'élite de Boston. Près des 3/4 des policiers de la ville ont investi leur argent. C'était la preuve sociale ultime. Si tout le monde le fait, c'est que ça doit être vrai, non? Sauf que voilà, la machine à sous de Ponzi n'était pas du tout alimentée par l'arbitrage de coupons. Elle tournait grâce à un flux constant d'argent frais. Les premiers investisseurs étaient payés avec les fonds des derniers arrivés, ce qui créait une parfaite illusion de rentabilité. C'est la définition même du système qui portera son nom à jamais. Mais une illusion par définition, ça ne peut pas durer éternellement. L'euphorie commence à laisser place au doute et les premières fissures apparaissent dans l'empire de Ponzi. On connaît tous le dicton « si ça semble trop beau pour être vrai, c'est que ça l'est probablement ». Et c'est la question qui commence à germer dans l'esprit de certains observateurs. Comment un seul homme peut-il générer autant d'argent aussi vite avec un plan si simple? Le bon sens commence à se réveiller. Le journal Boston Post, qui avait d'abord été fasciné, devient sceptique. Il décide d'engager l'un des journalistes financiers les plus respectés du pays, Clarence Barron, le fondateur de Dow Jones & Company, pour mener l'enquête. Et Barron, ce n'est pas le genre de personne à se laisser impressionner. Et le travail de Barron va être dévastateur. Il fait un calcul tout simple, mais absolument implacable. Pour couvrir les millions de dollars que les gens avaient investis, Ponzi aurait eu besoin de 160 millions de coupons-réponses. Or, une vérification rapide a montré qu'il n'y en avait que 27 000 en circulation dans le monde entier. Le calcul était simple et la conclusion brutale. Son arnaque était mathématiquement impossible. C'est le début de la fin. Une fois la vérité exposée au grand jour, l'empire bâti sur des mensonges s'effondre avec une rapidité et une violence spectaculaires. En août 1920, les autorités débarquent et perquisitionnent les bureaux de Ponzi. L'audit révèle l'ampleur de la supercherie. Dans les coffres de cette entreprise qui brasse des millions, on trouve à peine $61 de coupons-réponses. L'illusion s'est évaporée, ne laissant derrière elle que la réalité, crue et brutale. La suite de sa vie, c'est une longue descente aux enfers. Il est arrêté, condamné, il passe 14 ans en prison.
Il tente même une autre arnaque en Floride avec des terrains marécageux. Finalement, il est expulsé vers l'Italie en 1934. L'homme qui brassait des millions meurt seul et sans un sou dans un hôpital au Brésil. Charles Ponzi est mort, mais son nom et sa méthode, eux, lui ont survécu. Son héritage, c'est celui d'une illusion financière qui, malheureusement, se répète encore et encore. Il suffit de regarder des cas plus récents, comme celui de Bernie Madoff, pour s'en rendre compte. L'appât change, la méthode secrète est différente bien sûr, mais le mécanisme de base, lui, reste exactement le même. Une promesse de rendement exceptionnel, un secret bien gardé et la confiance totale placée dans une seule personne. La technologie évolue, mais la psychologie de l'escroquerie, elle, reste intemporelle. Alors, pourquoi ça marche toujours ? Tout simplement parce que ces arnaques exploitent des failles très humaines, notre avidité, notre espoir et surtout notre peur de rater une opportunité. Quand on voit les autres s'enrichir, il est incroyablement difficile de résister à la tentation de se joindre à la fête, même quand la logique nous crie de nous méfier. Finalement, l'histoire de Charles Ponzi, c'est bien plus qu'un simple fait divers. C'est un miroir de nos propres désirs, de nos propres vulnérabilités. Et elle nous laisse avec cette question, assez troublante, un siècle plus tard, a-t-on vraiment appris la leçon ?